Quel banda ridaostu si decido la storia. Ces mots du poète Giampaolo Boletti, portés par les voix de Cantaubo Bulugorsu, évoquent un moment charnière de l'histoire de Corse où son destin a basculé. À Aléria, les 21 et 22 août 1975, deux dates ancrées dans la mémoire collective, un tournant dans l'histoire contemporaine de l'île. Pour notre part, le combat politique commence. Il y a une volonté ferme désormais de ne plus céder un seul pouce. Que nos 8000 militants et sympathisants il y a quelques jours accordés, c'est-à-dire la défense légitime des intérêts du peuple corse. Un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Buonasera à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition spéciale du Corsigazer. Ce soir en direct d'Aléria. Ici même, il y a tout juste 50 ans, s'est joué bien plus qu'un simple fait divers. Ce fut l'émergence brutale d'une revendication longtemps contenue. Un commando de l'Arc, conduit par Edmond Simeoni, investit alors pacifiquement la cave viticole d'Henri de Peille, un pied noir accusé de fraude. Une action symbolique qui se heurte à une réponse armée. Deux gendarmes perdent la vie, un militant est grièvement blessé. Dès lors, l'évocation d'Aléria n'est plus un simple lieu sur une carte, mais un nom chargé de sens, de lutte, de blessures et d'espoir. Pendant 40 minutes, nous reviendrons sur ce moment de rupture dans la trajectoire politique de l'île. Comment en est-on arrivé là? Quelle fut la portée réelle de cette occupation? Et un demi-siècle plus tard, quelle place occupe Aléria dans les esprits des plus anciens et surtout des plus jeunes? Pour tenter de répondre à ces questions, nous vous proposerons une série de reportages inédits, des témoignages rares aussi, et un plateau d'invités, parmi lesquels Gilles Simeoni, fils de la figure emblématique de ces événements d'Aléria, Edmond, et président du conseil exécutif de Corse depuis 10 ans. L'histoire s'est écrite ici un vendredi d'août et ce soir ensemble, nous tenterons de la décrypter. Alors depuis la fin d'après-midi, plusieurs centaines de personnes affluent ici à Aléria et pour débuter cette édition spéciale, nous allons tout de suite nous rendre sous le chapiteau où les commémorations ont débuté aux environs de 17h30. Nous allons retrouver Jean-Philippe Mattei. Buonasera Jean-Philippe. Où en est-on de ces commémorations et que pouvez-vous nous dire des personnalités présentes? Est-ce que la famille nationaliste est réunie dans sa globalité? Et est-ce qu'il y a aussi d'autres figures politiques qui se sont déplacées? Oui, bonsoir Pierrick. Alors les commémorations ont débuté, vous l'avez dit, un peu avant 18h avec le dévoilement de l'espace mémoriel et particulièrement d'une fresque aussi sur laquelle se trouve un poème qui a été interprété en forme de padille. Des discours ont également été tenus, notamment, et c'est un temps fort, celui de Gilles Simeoni, vous l'avez dit, le fils d'Edmond Simeoni. Le président de l'exécutif a réaffirmé que les idéaux qui animaient les occupants de la cave de Peille animent encore la famille nationaliste en 2025. Dans un second temps, une grande fresque a été dévoilée et inaugurée. Elle se trouve sur une annexe de la cave de Peille, juste en face de la fresque. Voilà, place désormais au discours justement des anciens occupants de la cave d'Aléria. Vous l'entendez derrière moi, où se trouve, il se trouve sous le chapiteau où il y a à peu près 600 personnes. Côté personnalité présente, la famille nationaliste, oui, a fait le déplacement, notamment avec une présence très importante de Femagour, c'est que ce soit des élus de l'Assemblée de Corse, de l'exécutif ou de simples militants. On a pu aussi croiser Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC, Paul-Félix Benedetti pour Corinne Front, ainsi que Josefa Giacometti de manière beaucoup plus discrète. Il y a aussi, Pierrick, effectivement, des élus qui ne sont pas forcément nationalistes, comme José Galetti, le maire de Luciana, Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, ou encore André Rocchi, le maire de Prunelli di Fiumorbo. Donc voilà, une présence très importante, y compris de politique évidemment à Aléria. Et vous le voyez juste derrière moi, les discours des anciens occupants de la cave de Peille ont débuté il y a quelques minutes. Suivront derrière des discours de l'association Aléria Setantacink, puis une soirée musicale avec Voce da Graona et l'Arcugi. Merci à vous Jean-Philippe et merci à Clément Tranchant qui vous accompagne. Ces commémorations en plusieurs temps se dérouleront donc jusqu'à ce soir. En ce moment même, Jean-Philippe l'a dit, des anciens occupants de la cave de Peille livrent leurs récits et témoignages. Ces commémorations ont nécessité des travaux importants, très importants même depuis plusieurs mois. Pierre-Nicolas et Christian Giuliano nous racontent les derniers des préparatifs depuis ce matin jusqu'à l'arrivée des premières personnes. Regardez. Beaucoup de monde, comme prévu à Aléria pour le 50e anniversaire de ces événements qui ont marqué la Corse tout entière. À commencer par ceux qui, jeunes, vivaient sur l'île ou sur le continent. Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, les événements d'Aléria ont fait à l'époque l'effet d'un électrochoc. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on n'avait pas mesuré la dimension que ça allait prendre après. Et nous, on a la génération où on a fait l'après. Et donc, ma génération-là, elle se doit de rendre hommage, d'être là pour ceux qui étaient là
à lire, mais pour ceux qui étaient là avant, qui ont écrit des journaux comme La Mouvre, qui ont fait Ariti, et tous les militants. C'est pour eux qu'on est là. À cette époque-là, j'étais sur le continent et ça a été très dur. Parce qu'il se passait ces événements en Corse et j'étais loin. Ce sentiment d'impuissance a été très dur. Aussi par la suite, dès que j'ai pu, je suis rentré. Il y a bien sûr ce soir beaucoup d'élus, de militants nationalistes qui, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, et notamment sur cette cérémonie, ne l'auraient certainement pas raté. Alegria appartient au peuple corse, il n'appartient pas à un parti, il n'appartient pas à quelques-uns, il appartient à différents niveaux, à tous ceux qui se reconnaissent dans l'histoire d'Alegria, dans ses valeurs, dans le sens que ça a voulu donner pour l'histoire de la Corse et pour le peuple corse. Et chacun se sent impacté par cette histoire. On voit que c'est un moment populaire, très fortement populaire, ce qui veut dire que Alegria appartient à la Corse dans son ensemble. On a vu nos parents s'engager pour beaucoup d'entre nous, assumer des responsabilités à une époque où la Corse traversait une phase de francisation à outrance. Et je crois que c'est la mémoire de ces personnes qui se sont engagées au tout début qu'il faut honorer. Et il faut ancrer dans l'histoire l'événement d'Alegria comme beaucoup d'autres, ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier ce que d'autres ont fait et surtout avoir à l'esprit ce qu'il nous reste à faire et l'immense chemin qui reste encore à parcourir à petits pas pour espérer un jour avoir un espace corse émancipé. Ainsi va l'histoire de l'occupation des caves d'Alegria par un commando de l'Arc d'Edmond Simeoni. Beaucoup pensent que quoi qu'il en soit, c'est le moment où les jeunes ont commencé à s'intéresser vraiment à leur île et où Paris, à contre-cœur parfois, s'est senti obligé de l'écouter. Et pour aller plus loin, nous accueillons sur ce plateau un premier invité, Sampiero-Mare Bonazer. Vous êtes secrétaire de l'association Alegria Settantacinque, à l'origine de ces commémorations. Première question, vous n'étiez évidemment pas né au moment de ces événements d'Alegria. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager au sein de cette association? On précise que vous ne faites partie d'aucun parti politique. Alors tout simplement, je suis un enfant de la région, très engagé sur le plan culturel. J'ai été amené à rencontrer un petit peu par hasard certains militants et je dirais, voyant la date approcher, des liens ont été faits quant au fait de développer un projet mémoriel et didactique et on va dire que tout simplement, naturellement, on a été amené à mettre au point ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous découvrez ici, c'est-à-dire un projet, on va dire, complet sur le plan mémoriel et didactique. Ça parle à Alegria, un jeune de votre âge? Absolument. Ça représente quoi? Alors Alegria, c'est un des moments les plus importants, je dirais, de l'histoire de la Corse, l'histoire contemporaine en tout cas. C'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui est vraiment en nous aujourd'hui. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes tous les enfants d'Alegria. Je pense que c'est le cas parce que les restes de ces événements-là font encore partie de notre quotidien et effectivement, voilà, je pense qu'Alegria est un événement majeur et que la jeunesse est quand même touchée par l'influence de ces événements. Alors vous l'avez dit, un travail très important qui a été fourni ces derniers mois pour aménager ce site où il n'y avait presque rien si ce n'est qu'une stèle détériorée au bord de route, une déchetterie qui se trouve juste ici à quelques dizaines de mètres. Un espace mémoriel a été créé, une fresque que l'on voit derrière vous qui a été dévoilée. Est-ce que selon vous, pour autant, ces aménagements ils sont à la hauteur de l'héritage d'Alegria que vous venez d'écrire? Alors à la hauteur, bon, c'est pas forcément à nous d'en juger, mais en tout cas on pourrait peut-être dire que peut-être pas, vu l'importance de l'événement. Seulement il fallait quand même partir de quelque chose. Aujourd'hui c'est peut-être le premier pas d'un projet de plus grande envergure. Seulement l'association ne pourra pas porter quelque chose de plus grand dans l'immédiat et aura besoin du soutien d'autres structures et aussi peut-être d'une réelle politique culturelle, je dirais, autour de cet événement. Vous tendez la main au président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, qui a parlé tout à l'heure dans son allocution de son souhait d'aménager ce site ici, même si ça fait 10 ans qu'il est aux responsabilités, que pour le moment rien n'a été effectué. La parcelle est désormais propriété de la collectivité de Corse. On l'interrogera tout à l'heure. Merci Sampiero-Mare et on vous retrouve peut-être un petit peu plus tard.
On va se plonger désormais plus précisément sur les faits de ce mois d'août 1975 et les quelques jours qui les ont précédés. Pour un certain nombre d'acteurs politiques de l'époque, toutes tendances confondues. D'ailleurs, depuis les années 60, la tension sur l'île grimpait crescendo et finalement, l'affaire d'Alegria est un événement quasi inéluctable. Le discours d'Edmond Simeoni, 4 jours avant à Corte, lors du congrès de l'Arc, devant plusieurs milliers de personnes gonflées à bloc, laissait déjà présager ce qui allait se passer. On revient sur tout cela avec des témoignages d'acteurs de l'époque recueillis par Jean Vitus Albertini et Yann Bénard. Quand Edmond Simeoni fait son discours interrogatif vis-à-vis de tous les militants qui sont là et qui leur posent la question est-ce que la Corse est une colonie, doit-elle se libérer, et qui termine par « et si on nous tue ?» Si on nous tue ! Moi je sors de là, je suis ébranlé quand même, hein, et j'envoie mes pellicules à Paris, et pour la première fois, je ne le fais jamais, je mets un commentaire sur le papier où je dis Edmond Simeoni, poussé par sa base, va être obligé de faire quelque chose. Le discours à Corte m'avait inquiété. Enfin, je me disais, non, là, il va très très loin et il ne peut pas avoir tenu un discours à ce niveau-là et qu'il ne se passe pas quelque chose de grave derrière. Sinon, ça serait absurde. Et donc là, oui, effectivement, ce discours de Corte, vraiment, j'ai considéré à ce moment-là que, je dirais que la bascule, c'est à ce moment-là qu'elle se fait. Tout le monde dit c'est les événements d'Alegria, et oui, mais la bascule, elle se fait parce que ce discours, il ne peut pas revenir en arrière derrière ce discours, c'est pas possible. Le discours extrêmement martial d'Edmond Simeoni avait évidemment eu quelques retentissements chez une partie de ses auditeurs, et qui attendaient d'ailleurs, et qui disaient, qui réclamaient une action plus violente. Je me souviens de l'interpellation. Edmond, il va falloir que tu choisisses entre la canne à pêche et le fusil. Les jeunes disaient ça ne sert à rien de faire du combat politique, parce qu'on se heurte à un mur à Paris, un mur ici de la classe politique, donc je Pitia. Et donc, Alegria, c'est un peu ça. C'est à la fois une réponse à la situation générale de la Corse de l'époque et une réponse aussi à une contestation interne de gens qui voulaient de l'action. Nous sommes conscients et sensibles des réalités de notre époque. Notre ethnie en danger se doit d'être sauvée. Il y avait deux tendances au sein de la direction de l'Arc. Il y avait celle de Max et celle d'Edmond. Ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Ils l'ont dit. Moi, c'est à partir de discussions que j'ai eues ensuite avec eux, hein, quand on analyse l'histoire. Max était opposé à ce qui est la présence d'étudiants, de jeunes dans la cave de paye à Alegria. Et Edmond a été favorable. Edmond n'était pas contre le fait que nous participions à l'occupation. Enfin, nous ne savions pas encore que ça devait être une occupation, parce qu'il voulait sans doute canaliser certaines velléités, peut-être plus radicales ou plus désordonnées. Et donc, le matin, je suis parti très tôt d'ici avec Jacques Fieschi. Et nous nous sommes retrouvés à Migliacciar, dans la maison de Charles Susini. Et à partir de là, donc, le groupe s'est dirigé vers la cave de paye. Donc, la famille de paye a été chassée, mais sans brutalité. Edmond est allé à la porte de paye, il a tapé, il a pris les gosses dans les bras et nous, on a braqué de paye pour qu'ils s'en aillent. Ça a été la première des choses à faire. On était partis pour arriver, pour en découdre, hein, et c'est tout. Hein. Et nous, on a bien été pour arriver au point de non-retour. Le lendemain matin, de bonne heure, je descends à la cave et là, je commence 1, 2, 3 covois. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on apprend que ça avait débarqué du bateau, de l'avion, et que des troupes étaient
J'ai des photos, en avant d'arriver à la cave, j'ai des photos où on voit les gardes mobiles, les CRS dans les rangées de vignes. C'était impressionnant. Et à 5 heures, même peut-être un peu avant, on m'appelle « Oh Batti, vieni, attention !» Et je me réveille et je vois les hélicoptères qui tournaient au-dessus de la cave et les automitrailleuses qui s'approchaient. Et là, que faire? Et là, donc, Edmond dit « Retire Forcioli ». Et je me souviens de la remarque, de la réaction de Piero Poccioli qui dit « Pas lui, il est trop connu ». Il a dit « Ne t'inquiète pas, on ne va pas le reconnaître ». Et donc, ils sont 4 ou 5 avec les armées et ils m'accompagnent jusqu'aux automitrailleuses. Et là, donc, on me fait mettre à genoux et on me pointe les armes sur ma tête. Et il dit voilà, c'est un otage, c'est un touriste qu'on a trouvé là, et donc si vous ne vous reculez pas, on va le tuer. Et ça a marché. Je suis bloqué par un cordon de gendarmes. Je ne peux pas passer. Et j'ai beau les persuader qu'ils ne veulent pas me laisser passer. J'entends le procureur qui dit on va utiliser la force. Donc là, j'ai le sang qui me descend aux pieds. Et j'entends les coups de feu. J'entends le fusil mitrailleur qui tire une rafale. Il ne me semble pas deux, hein, mais une c'est sûr. Et des coups de feu. Ça tire, on voit arriver les gaz lacrymogènes. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est l'assaut, quoi. Et là, on voit, parallèlement, on voit un vol des tourneaux qui arrive côté nord. Oh là là, et ça y est, ils attaquent. Là, on met en batterie les 2 gros fusils et les rafales. Come dirà, da voce secco, un fumo da vigna, andiamo a quadro, passa bene così. E quando non più arrestato per rimettere tutto, non ha più visto nulla. J'étais vraiment en première ligne, puisque les CRS sont en face de moi. C'est très rapide, puisque de suite, il y a les 2 gendarmes mobiles qui sont atteints, donc ça s'arrête. C'est de suite. Et après, on est reparti dans des négociations avec le préfet Guérin et Edmond Simeoni qui décide de se rendre. Il y a eu quand même une proposition d'un dirigeant qui est venu, dit voilà, on a négocié avec le préfet, avec les pouvoirs, vous rendez vos armes et vous redonnez votre carte d'identité et vous rentrez chez vous. Moi j'ai dit hors de question qu'on rende les armes et notre carte d'identité, moi je ne me rends pas. Et les autres m'ont dit, bah, comment on fait? Il y a le camion, tu sais conduire toi? Oui, allez, on vide le camion. Et donc le camion peut passer, le commando peut sortir librement. Et après, donc, Edmond se rend et il se dirige, donc, pas menotté, vers l'hélicoptère avec Roland. Et c'est là que, quand il vient à l'hélicoptère, je fais des photos. Il s'avance vers moi, je suis un peu plus loin, il s'avance vers moi, il m'embrasse. Et il me dit, la lutte continue. Et pour analyser ces faits, nous accueillons ce soir un témoin privilégié sur ce plateau, Roger Sousini. Buonasera. Buonasera. Vous êtes un militant historique dont la parole est rare. Vous étiez il y a tout juste 50 ans parmi cette poignée d'hommes qui occupaient ici même la cave de Peille. Aviez-vous conscience sur le moment de participer justement à un événement qui allait changer la trajectoire politique de l'île ou pas du tout? No, un evento di questa importanza no. Non pensavo mica da girare così. Non è che quando ci hanno mandato l'armata coloniale, che ne abbiamo capito che l'affare erano serio. Poi il resto, a Nantalia ne abbiamo abbastanza parlato, senza io ho paura di un affare. Per i giovani, quelli che vengono, certi me lo mandano chi ce la fa,
pigliate esempio, c'è una famiglia in Corsica che ha avuto la chance, una famiglia come i Simeone, Max, Edmond, Roland e sua moglie e sua figliuole. A Corsica ha avuto una vera fortuna. Un messaggio di sostegno à famille Simeoni. Juste si on revient juste un petit peu sur ces événements d'Alir, Roger Souzine, il y a eu le témoignage chez nos confrères de Corse Matin de la fille d'Henri Depeille qui disait en clair que le choix de cette cave n'était pas la bonne représentation pour dénoncer ce scandale autour de la chaptalisation, au scandale di Avinaccia. Qu'est-ce que vous répondez que cette cave a été choisie par opportunisme? Capisco la figliola difende il babbo, questo è naturale. Allora se ne abbiamo occupato a cavaglia che c'erano i ragioni sicuri, avevamo iscritti, non era mica così per azzardo. Dopo più tardi, au Tantasete, Edmond Simeoni a justement fait un petit peu une repentance. Il a dit en quelque sorte qu'il n'aurait pas dû occuper cette cave. Il s'est engagé en son nom propre. Vous, quelle est votre vision? Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, ma di sicuro. Edmond era un umanista, non era mica un voyou. Mais il fallait l'occuper cette cave à l'époque, oui, c'était obligatoire. Ma ci l'ho occupata, ma mica che l'ha vista a seguito che l'ha avuto. Due giovani gendarmi morti. Piero Souzini che ci ha lagato bene di noi. Piero Souzini che è stato ferito. Ecco. En quelques secondes, est-ce que selon vous, l'héritage politique d'Alir, 50 ans après, est-ce qu'il est à la hauteur de vos attentes de l'époque? Non posso mica essere all'altura. Ma il fatto è che ci sono state cose fatte, tutto non è mica stato fatto, per inteso non si può mica fare tutto anche con 50 anni. Ma penso che siamo andati a buona strada. Ecco, abbiamo capito il vostro messaggio. Ringraziamo Roger Souzini, scusate, di essere stato nostro invitato. Alors, quel héritage politique pour Alir? Nous en parlons. Cette question, nous l'avions posée à celui qui menait le commando à l'époque et qui aura séjourné durant 1 an et demi en prison à Fresnes. Edmond Simeoni nous avait répondu en 2016. C'était 2 ans avant sa disparition. Écoutez sa réponse. Bon, objectivement, il faut le considérer comme l'acte fondateur de la révolte corse contemporaine. C'est l'acte fondateur. Avant, bon, ce sont des combats militants et tout. Immédiatement derrière, pratiquement dans la gémellité accolée, vous avez la naissance du FLNC en 1976 et leur radicalisation. Bon, on a changé totalement de paradigme. La Corse, elle a basculé dans un monde inconnu, dans un monde d'inquiétude. Et pour beaucoup, ça a été une révélation quand même d'un problème grave. Ils ne pensaient pas qu'on en était là. Donc moi personnellement, je l'ai vécu comme une conséquence inéluctable de tout ce qui arrivait. Je n'ai jamais été surpris. Une conséquence inéluctable donc pour Edmond Simeoni, des faits qui ont également eu des conséquences sur sa personne et sur sa famille. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau son fils aîné, Gilles Simeoni. Buonasera. Buonasera. Nous parlerons d'abord de vous en tant qu'enfant d'Alir, de vous également en tant que fils d'un personnage incontournable de l'histoire contemporaine de la Corse et du nationalisme. Vous aviez seulement 8 ans au moment des faits. Quels souvenirs vous reste-t-il? Des souvenirs forcément très forts. Un rapport au temps qui n'est pas le même que celui d'un adulte, j'ai eu l'occasion de le dire. L'emprisonnement de mon père n'a duré que 18 mois, mais ça m'a paru une éternité. Et puis il y avait toute la pression autour de cette affaire. 2 fois la peine de mort, 1 fois la réclusion criminelle à perpétuité qui était encourue. Une société qui était très fracturée, des inquiétudes. Mon frère et moi qui ne pouvions plus vivre une vie familiale normale. Des difficultés qu'ont connues tous les enfants de militants. Justement, on va parler de votre frère cadet, Marc Simeoni. Il s'est livré à notre micro sur les craintes que vous évoquiez durant les années durant, les attentats aussi, les paroles des autres enfants à l'école, les peurs de votre mère. On l'écoute tout de suite. On est accompagné lorsqu'on va à l'école, on doit attendre absolument d'être récupéré, on me pointe du doigt, on me met sur le côté, on me dit que mon père mérite de mourir, enfin tout ça sont des choses évidemment... Mais qui vous disait ça? Les autres enfants, et puis on sent aussi l'hostilité souvent chez des adultes. Je pense que ma mère a beaucoup souffert de cet épisode-là, de l'ensemble du militantisme de mon père, pour autant elle était... persuadé qu'il se battait pour une cause juste.
J'irais même jusqu'à dire que c'était sa muse. On a entendu les souffrances très fortes décrites par votre frère Marc Simeoni. En quoi cela a forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui, l'homme politique, Gilles Simeoni? Je pense que les adultes que nous sommes sont aussi largement déterminés par notre enfance. Donc c'est une partie de ma vie qui certainement a beaucoup compté, qui a été difficile par certains aspects. Je ne veux pas non plus en rajouter, je l'ai dit, du côté des nationalistes et sûrement aussi de l'autre côté, il y a eu tout autant de moments pénibles et de douleurs. Ça fait partie de cette histoire et de ce conflit et c'est aussi pour ça que je suis et nous sommes si attachés à la paix, mais la paix qui doit prendre en compte aussi ce que nous sommes collectivement, c'est-à-dire un peuple. Pour rester sur ce combat d'Aléria et les conséquences, enfant, vous en avez voulu à votre père? Vous compreniez les raisons de ce combat ou pas? Forcément, on en veut à son père ou à ses parents lorsqu'on a l'impression de se sentir délaissé et qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Après, mon père a fait le choix de donner l'essentiel de sa vie à la Corse et à la cause à laquelle il croyait. Ma mère, que j'admire tout autant et peut-être plus, a fait aussi ce choix largement par amour. Donc ils ont fait le choix de renoncer à une vie professionnelle qui leur tendait les bras. Ils ont également délaissé en partie leur vie familiale. Tout ça au nom d'un idéal. C'est extrêmement louable, c'est un peu douloureux pour les enfants. Une dernière question sur les conséquences personnelles. Est-ce que ça a été un poids, la figure de votre père? Vous êtes engagé relativement tard en tant que leader politique, la quarantaine passée. Est-ce que ça a été un poids aussi, cet héritage? Oui, forcément. Je pense que lorsque on grandit à l'ombre d'une personnalité aussi forte, qui peut quelquefois être écrasante, c'est pas facile de s'affirmer soi-même. Clivante aussi. Clivante et par certains aspects, en tout cas passionné et tout entier guidé et déterminé vers la seule chose, ou en tout cas l'essentiel, ce qui comptait pour lui, c'était la Corse et le peuple corse. Alors, on en vient désormais à ces commémorations. Parmi ceux qui ont fait Aléria, certains ne sont plus de ce monde et d'autres ont fait le choix de ne pas se déplacer. Piero Poggioli et Jacques Fieschi, deux figures du mouvement nationaliste, anciens élus tous les deux sur les bancs de l'Assemblée de Corse, ne sont pas là ce soir. Avec amertume, ils ont expliqué les raisons de leur absence. Témoignage recueilli par François-Albert Bernard et nos équipes. C'était il y a 50 ans, jour pour jour. Jacques Fieschi est là, assis avec ses camarades. Ces hommes ne le savent pas encore, mais ils écrivent une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Mais ils l'auraient espéré plus aboutie. Comme d'autres participants aux événements d'Aléria, Jacques Fieschi n'assistera pas aux commémorations. Il dit ne pas cautionner les 10 ans de mandature nationaliste. Nous avons mis ces gens-là au pouvoir, qui sont mes amis, attention, je n'ai aucune haine contre eux. Et je me sens mal à l'aise de parler comme je parle. Mais il n'y a rien eu de fait de ce qu'on attendait, il n'y a rien eu de fait en 10 ans. Et ce que nous voulions en tant que nationalistes, c'est-à-dire l'émancipation du peuple corse, aujourd'hui il y a une autonomie, on ne parle même plus de peuple corse. On nous a écartés de tous les historiques. On nous a écartés pour prendre justement des conseils chez des gens qui étaient contre nous, hein, qui ont fait leurs affaires avant qu'on arrive et qui font leurs affaires maintenant. Eh bien, je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que je ne serai pas à la commémoration d'Aléria. Il ne sera pas le seul à manquer le 50e anniversaire d'Aléria. Pierre Poggioli, ancien militant de Giustizia Baolina, de l'Arc et occupant de la cave de paye, ne s'y rendra pas non plus. Le bilan global n'est pas bon et je défie quiconque de dire qu'il est bon. On a eu des acquis. Bon, les acquis souvent ont été détournés, mais les intérêts collectifs du peuple corse ne sont pas au centre de tout ce qui se passe en Corse. Et c'est ce qui est regrettable. Ce que j'avais comme espoir en étant dans cette cave, bon, ben, c'est pas du tout la Corse d'aujourd'hui que je vois. Et je comprends la désillusion et la déception de nombre de gens en Corse, et notamment des nationalistes. Donc je pense que nous n'avons pas un actif tous ensemble très glorieux. Et il faut aujourd'hui se ressaisir pour vraiment défendre les intérêts du peuple corse. Pour ces militants, s'il faut saluer les initiatives mémorielles, cet anniversaire doit aussi servir à remettre en lumière les revendications fondamentales du nationalisme, pour lesquelles nombre de familles ont payé un lourd tribut. Alors Gilles Simeoni, ils se montrent tous les deux très critiques vis-à-vis de votre gestion à la tête de la collectivité de Corse depuis 10 ans. Vous vous dites héritier d'Aléria, pourtant certains qui y étaient ne s'y reconnaissent pas, loin de là. Ça fait partie du débat démocratique. Je regrette que Piero et Jacques n'aient pas été présents aujourd'hui
Je pense que tout le monde aurait été heureux qu'ils y soient. Maintenant, c'est un choix que je respecte. Ensuite, il peut y avoir des désaccords. J'ai certainement commis également ma part d'erreur. Par contre, je suis en total désaccord avec l'analyse, notamment celle de Jacques Fiès, qu'il a eu l'occasion de développer. J'aurai l'occasion, je l'espère, d'en débattre très sereinement et très respectueusement avec lui. Moi, je suis effectivement certain d'être totalement fidèle au combat qui a été initié il y a plus de 60 ans, totalement fidèle à l'idéal qui portait les insurgés d'Aléria, totalement fidèle aux fondamentaux du combat pour ce peuple et dans tous les domaines. Et je crois que notre bilan le démontre. Pas l'occasion de l'aborder ce soir. On peut toujours faire mieux. Il faut faire mieux. Et j'en ai conscience. Ceci étant, je suis aussi fier de ce que nous avons fait dans un contexte qui, vous le savez, n'est pas facile, mais il reste aujourd'hui à concrétiser et nous avons un rendez-vous important qui nous attend à la fin de l'année. Justement, à l'époque, la revendication de régionalisme au moment des événements d'Aléria, elle bascule un an avant autour de l'autonomie. 50 ans après, le sujet est plus que jamais d'actualité. Il y a ce processus qui est en cours de Beauvau. Pourtant, à l'époque, la Corse n'est plus la même. La démographie, notamment, n'est pas une question centrale. Est-ce que c'est un échec de ne pas toujours avoir abouti au bout de 50 ans? Non, ça montre que le combat est difficile et que l'adversité est puissante. On peut le prendre dans l'autre sens. Quel petit peuple a, autant que nous, gagné le droit d'être reconnu, le droit de maîtriser et de choisir son destin? Nous sommes peu nombreux, nous sommes confrontés à des mécanismes de spoliation, de spéculation, de déstructuration économique, démographique, linguistique, culturelle. Et malgré cela, nous sommes encore debout, vivants, un peuple qui aspire à l'émancipation et à la liberté. Et moi, je suis persuadé que, quelles que soient les difficultés, cette aspiration va se concrétiser. Je l'ai dit, 50 ans après Aléria, troisième tricentenaire de la naissance de Pasquale Ebol, une année 2025 qui doit également, nous l'espérons, se conclure par une révision constitutionnelle et un vrai statut d'autonomie. Ceux d'hier ont permis que tous les futurs restent possibles. Nous avons la responsabilité de concrétiser cette aspiration et puis il y aura encore du travail pour construire la Corse de nos rêves. Ça sera certainement le travail que porteront les générations de jeunes qui étaient très présents aujourd'hui, vous l'avez vu. Alors justement, vous parliez de ceux d'hier. Justement, qu'est-ce que vous pensez quel serait l'avis de votre père aujourd'hui sur ce projet d'autonomie, selon vous, dont les termes sont discutés, pour certains pas de mention du peuple corse? Est-ce qu'il est conforme, vous pensez, à la philosophie portée par votre père il y a 50 ans? Je ne peux pas faire parler mon père. Je sais ce que les échanges que j'ai eus avec lui, les échanges que j'ai eus avec mes oncles, avec d'autres militants nationalistes. Je suis certain que nous sommes dans la fidélité totale à l'idéal qui nous porte, génération après génération. La politique, c'est la conjonction du souhaitable et du possible. Il faut que nous allions le plus loin possible aujourd'hui, ne pas laisser passer cette occasion. Et puis vous savez, l'avenir dure longtemps. Le peuple corse a traversé les siècles. Nous avons encore du travail. Nous devons garder les moyens de franchir les difficultés qui sont face à nous. Et dans tous les domaines, le lien à la terre, la langue, l'autonomie, le refus des dérives mafieuses, la construction d'une véritable démocratie, la construction d'une économie, la justice sociale. Le peuple aussi? Et le peuple, bien évidemment, le peuple il est au cœur de notre engagement depuis le début. Les termes utilisés à l'époque par votre père étaient beaucoup plus forts. On parlait d'ethnie corse, on parlait un révolutionnaire où il meurt, où il gagne, juste avant les événements d'Aléria. Justement, on a le sentiment que le discours modéré, à l'époque de cette frange modérée, était bien plus dur qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer de cap et revenir à un discours plus fort aujourd'hui, notamment lorsque vous parlez de peuple corse menacé, peut-être bien plus d'ailleurs qu'il y a 50 ans? Oui, le peuple corse est certainement plus menacé qu'il y a 50 ans. Est-ce que pour mieux répondre à ces menaces, il faut durcir la revendication ou est-ce qu'au contraire, il faut se donner les moyens d'être plus efficace pour relever les défis? J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut être plus efficace sans rien céder, sans rien renoncer, en ayant toujours le même fil conducteur. Le peuple corse existe, le peuple corse a droit à être reconnu, le peuple corse a droit à choisir son destin et c'est ce que nous essayons de faire et ce que nous avons vocation à faire avec le plus grand nombre possible de Corse. Une dernière question sur cette partie, Gilles Simeoni. À l'époque, Aléria, c'est certes au scandale di Avinaccio, mais c'est aussi une colère qui couvait depuis plusieurs années. Pourtant, lorsqu'on les regarde un petit peu plus près, on a le sentiment que le terreau, aujourd'hui, il est peut-être encore même plus propice à une action de ce type. À l'époque, il n'y avait pas de question d'identité, très peu de démographie avec la question des rapatriés. L'acculturation aussi, le niveau d'acculturation n'était pas le même. Il n'y avait pas de spéculation foncière immobilière. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un événement de cet ordre ou est-ce que vous le souhaitez populaire qui puisse arriver? On sent bien qu'aujourd'hui,
le feu couve sous la cendre et que les données objectives au plan économique, social, sociétal sont des données explosives. Et donc, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Où on arrive à construire une trajectoire de démocratie, une véritable solution politique, et on ne peut pas nous demander de renoncer à ce pourquoi nous nous sommes battus depuis des décennies. Alors, où on construit cette solution politique dans le respect et la prise en compte de toutes les sensibilités, dans le respect de la démocratie, ou alors, et notamment du côté de Paris, voire du côté de certaines forces conservatrices en Corse, on ferme la porte à cette aspiration, à cet espoir, et à ce moment-là, à mon avis, c'est mettre le couvercle sur une cocotte minute. Gilles Simeoni, vous restez avec nous un demi-siècle plus tard donc, que ces événements d'Alir. Que reste-t-il dans la mémoire des plus anciens et surtout des plus jeunes? Pour le savoir, nous avons posé la question à quelques jeunes présents sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Regardez. Vous, non seulement vous n'étiez pas là, mais vous n'avez pas appris cette histoire, elle ne représente rien pour vous? Non, effectivement, je ne connais pas cette histoire, mais c'est intéressant de le découvrir. Edmond Simeoni, pour vous, c'est quelqu'un qui représente encore quelque chose? Pour moi, je ne sais pas qui c'est, je ne le vois pas. Mais sûrement. Ah, moi, j'ai tout oublié. C'est vrai? Oui. Et pourtant, vous pensez que c'est important? Oui. S'il n'y avait pas eu ces événements-là, et puis ceux qui s'y suivis par la suite, d'accord, ça aurait été peut-être comme les Baléares, bétonniers, etc., etc. C'est un peu freiné ce genre de choses. C'est sûr que la violence, c'est toujours un peu choquant maintenant. Quelque part, on la comprend aussi quand on défend son patrimoine, quand on défend son histoire, et puis voilà, ses valeurs, etc. Donc je suis un peu partagée. J'ai vécu tout ça, moi. C'est vraiment, c'est pour nous faire comprendre qu'on n'a pas à vivre en Corse. On doit disparaître, nous les Corses. C'est ça que les Français veulent. Alors on vient de voir dans cet extrait que les événements d'Alir ne parlent absolument pas à une partie de la jeunesse, ni Alir, ni même la figure de votre père, Gilles Simeoni. Est-ce que ça vous choque et est-ce que vous en avez conscience? Ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas non plus. Alir, c'était il y a 50 ans, 2 générations. La figure de votre père, c'était pas il y a 50 ans seulement. C'est vrai, mais je crois qu'on est dans un temps aussi de l'instantanéité où peut-être que les jeunes et les très jeunes n'ont pas le même rapport, y compris à la politique. Et c'est aussi un des enjeux du travail qui est mené par l'association Alir en 1975. C'est un jeu de transmission. C'est aussi le vôtre, peut-être quelque part. Témoins, en tant que président nationaliste de la collectivité de Corse. C'est un enjeu qui concerne aussi et qui doit impliquer aussi le politique. C'est la raison pour laquelle, porté par l'association, accompagné et impulsé par la collectivité de Corse, dans une démarche qui a vocation à agréger le plus largement possible, parce qu'Alir appartient à tout le monde, il y aura ici un lieu de mémoire. Alir appartient à tout le monde. Certains disent que vous faites de la récupération politique, ils ont peur de s'engager, notamment à l'approche de certains scrutins électoraux. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu les gens qui sont ici, ils ne sont pas venus avec une carte politique, ils sont venus mus par le sentiment d'appartenance, par la conviction qu'il y a un peuple corse, par le fait qu'il faut se rappeler cette histoire, notre histoire commune, la transmettre et puis écrire notre présent et notre futur ensemble. Alors, Sampiero Omar est de retour avec nous. Merci. Avez-vous conscience qu'une partie des jeunes Corses ne connaissent pas Alir et même la figure de Edmond Simeoni? Alors effectivement c'est possible, mais ça montre l'importance des démarches que l'on a commencé aujourd'hui. Ça montre l'importance de certaines structures qui mettent en avant donc, certains passages de l'histoire, qui mettent en avant le patrimoine. Tout simplement, ça démontre que notre travail était nécessaire aujourd'hui et qu'il mérite d'être continué à l'avenir. Justement, à quoi va s'atteler l'association Sampiero Omar? C'était le 50e anniversaire, donc une date très forte. Est-ce qu'il y aura des interventions en milieu scolaire qui peut-être penser un musée, notamment un projet de musée, on l'évoquera après avec le président du conseil exécutif. Vers quoi l'association va tendre aujourd'hui? Alors c'est difficile à dire par rapport aux interventions. Alors, il risque d'y en avoir quand même quelques-unes, toujours dans cette même idée de transmission. Après, l'idée, ça va être de continuer ce travail d'aménagement, de passer à des étapes suivantes quant à l'aménagement de cet espace-là. Il y a encore pas mal de choses que l'on pourrait réaliser. Et puis après, effectivement, si il y a une volonté, je dirais, politique et populaire d'aller plus loin, on pourrait imaginer, je dirais, un espace muséographique, voire même un musée de l'histoire contemporaine de la Corse. On va poser la question à Gilles Simeoni. Gilles Simeoni, ici, les aménagements ils sont relativement sommaires et récents par rapport à l'importance quand même de ces événements. Il y a une déchetterie qui a été réalisée ces quelques années juste à côté d'ici. Pourquoi ce qui semble être une évidence pour tous, un musée notamment n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui?
Je pense que nous sommes donnés les moyens de le faire. Bon, je me suis tenu en dehors des votes de l'Assemblée de Corse pour éviter tout conflit d'intérêts, mais l'Assemblée de Corse a une très large majorité à décider de faire l'acquisition de 2 parcelles de terrain ici, qui ont été vendues par la communauté de communes de l'Orient. Il faut la remercier. Donc on a sauvegardé et sanctuarisé cette emprise foncière. Ça permettra de construire un lieu de mémoire. Ce lieu de mémoire, nous allons le construire avec l'association, bien sûr, mais également avec l'ensemble des acteurs, l'Université de Corse, les historiens, les artistes. L'important, c'est de se rappeler le nom, le visage de celles et ceux qui ont écrit cette histoire, mais également ce qu'elle signifie, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et ça sera fait ici. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés durant cette édition spéciale du Corsica Zera ici à Aliria. France 3 Corse Via Style vous proposera le 17 septembre prochain un numéro d'émission spéciale consacré justement à ces événements d'Aliria, leur gestation, les conséquences et l'héritage politique laissé. Jean Vitus Albertini et ses invités débattront donc de ces problématiques. Mais avant cela, dès ce soir à 20h45 sur Via Style, nous vous proposons un documentaire intitulé « Ceux qui n'y étaient pas », réalisé par Jean-Louis Orlandet et Jérôme Bouda. À travers une série d'entretiens, des jeunes racontent leur rapport à la Corse d'aujourd'hui. Quel regard portent-ils justement sur ces événements d'Aliria? En voici un extrait. Il 21 agosto 1975 Edmond Simeoni piglia con una manata di militanti a Cave de Pei in Aliria. Quel giorno qui è stato un momento decisivo, una rompitura in una dolce folla ad una Corsica come vogliamo. 50 anni sono 2 generazioni. So babbe e mami che se ne vanno, so figlioli che nascono, campano e che facciano la strada. 50 anni fa, avevo 21 anni. Alors avant de se quitter, nous allons retrouver Jean-Philippe Maté sous le chapiteau ici à Aliria. Jean-Philippe, que retenir pour le moment de ces commémorations ? Alors Pierrick, les commémorations évidemment continuent. Et il y a André Fazzi actuellement qui est en train d'animer une discussion entre les anciens occupants de la Cave de Pei. On discute à peu près de tout, c'est-à-dire de l'organisation avant l'occupation de la Cave de Pei, en partant du discours d'Edmond Simeoni la semaine précédant l'occupation. On parle aussi du jour même avec de la réponse de gendarmes et des forces de l'ordre, 1200 personnes. On parle évidemment ici plutôt de la disproportion de la réponse de l'État. Selon Louis Sarro qui essentiellement. Donc voilà, on fait un peu le tour évidemment de cet événement majeur qui a marqué sans doute la Corse, y compris jusqu'à maintenant en 2025, 50 ans plus tard. Et il y a toujours autant de monde, environ 600, peut-être un peu plus de personnes. Et évidemment les commémorations continueront avec un discours, je vous le disais précédemment, de l'association Aliria 75, mais aussi une soirée musicale après menée par l'Arcuge et Watch et Agrawal. Ringrazia Jean-Philippe, ringrazia Modino, à Clément Tranchon. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus via ce QR code qui s'affiche à votre écran et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos modules vidéo consacrés à ces 50 ans de ces événements d'Aliria sur nos réseaux sociaux réalisés par nos équipes numériques. Ecco, cette édition du Corsica Zera touche à sa fin. Ringrazia Daveci eseguida di tutti, ringrazia nous e squadre tecniche di France 3 Corse Via Style. Ecco, buonasera a tutti, non Via Style.